Bonjour, c'est Frédéric. Pour Rétropassion, je vais vous parler de la Seat Ibiza, un article de Philippe Roche. Si on associe aujourd'hui Seat au groupe Volkswagen qui en est le propriétaire depuis la fin des années 80, les origines de cette marque sont plutôt à chercher du côté de l'Italie. C'est en effet avec Fiat que l'État espagnol mené par Franco signe en mai 1950 un accord de production sous licence des modèles transalpins. Et c'est à l'automne 1953 que les premières Seat sortent de l'usine de Barcelone. Seat est l'abréviation de Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Et ces parts sont partagées entre Fiat et le gouvernement de Madrid. Ces Seat sont alors de pures et simples copies des Fiat vendus en Italie. Rien ne les distingue à part leurs monogrammes et leurs appellations. Seule exception notable à cette uniformité, la Seat 800, qui est réservée à l'Espagne, une version 4 portes à châssis rallongé de la Fiat 600. Dans un pays encore très rural, la possession de la plus modeste des voitures reste encore un privilège, ce qui ne va pas empêcher les Fiat ibériques de connaître rapidement un grand succès sur le marché espagnol, mais aussi à l'exportation vers le Portugal et les pays d'Afrique du Nord. La marque Seat est également présente sur plusieurs marchés occidentaux, en concurrence avec les modèles Fiat. Comme les modèles sont quasiment identiques, il n'y a guère que des tarifs sensiblement inférieurs qui puissent faire pencher la balance en faveur des Seat. Mais en France, l'image de marque reste à construire et les ventes de Seat demeurent assez confidentielles. Les modèles réellement spécifiques à Seat se comptent quasiment sur les doigts d'une main. En plus de la 800 déjà mentionnée, on peut ajouter la 133, qui est une 800 habillée d'une carrosserie rajeunie façon Fiat 126-127, le coupé 1200 ou 1430 Sport qui sera à l'origine de l'appellation Boccanera. Durant les 30 glorieuses, les voitures diesel sont rares et Seat suit d'abord le conservatisme de Fiat, puis finit par proposer sur la majorité de ses modèles comme les Seat 1500, 131 et 132, des versions roulant au gazole qui n'existent pas dans la gamme Fiat. Dans le courant des années 70, le constructeur espagnol affirme un début d'autonomie vis-à-vis de Fiat, même s'il en est fortement dépendant. Le constructeur italien avait entamé des pourparlers avec le gouvernement espagnol pour racheter ses parts et devenir totalement propriétaire de Seat. Et pourtant, en mai 1980, il prend la direction totalement opposée. C'est donc l'État espagnol qui doit tenir à bout de bras sa marque nationale. Le lancement d'un nouveau modèle est nécessaire, et les dirigeants du constructeur savent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, l'État souhaitant à terme se désengager totalement, même si la marque lui a précédemment fourni des revenus non négligeables. Baptisé du nom de code Projet S1, le nouveau modèle est développé entre deux eaux. Pas totalement détaché de Fiat, mais sans être encore repris par un autre constructeur. Les débuts de Seat sur les marchés étrangers en tant que constructeur à part entière débutent avec la Ronda, une Fiat Ritmo revue à la hâte par le carrossier italien Fissore, qui a effectué un léger lifting de l'avant et de l'arrière sur les poignées de porte et dans l'habitacle. Malgré un accord avec Turin autorisant l'exportation des modèles Seat, à la condition qu'ils soient aussi esthétiquement différents que possible, Fiat attaque en justice, estimant que les modifications de la Ronda ne la différencient pas assez de la Ritmo. Honda s'y met de son côté, estimant que la consonance est trop proche entre ce modèle Ronda et le nom de sa marque Honda. Tout se finit par un arrangement à l'amiable. En France, c'est Sonoto qui diffuse la marque Seat, un grand écart entre ces marques Mitsubishi et Porsche. En plus de la Honda, la Fura est proposée, mais ce n'est qu'une 127 légèrement remise au goût du jour, sa diffusion restera confidentielle. C'est en avril 1984 que le tout premier exemplaire de l'Ibiza sort de l'usine barcelonaise. Seat étant alors dans une position précaire, la nouvelle Ibiza est donc un patchwork, réalisé avec des composants issus des modèles déjà existants. Son bureau d'études se limitait en général aux adaptations à apporter aux modèles de Turin, afin de les faire correspondre à la législation et au goût du marché espagnol. Sa taille et ses compétences ne lui permettaient pas de concevoir la totalité d'un nouveau modèle, surtout en partant d'une feuille blanche. Si la plateforme de la 127 est d'abord envisagée, elle est écartée, car trop étroite, et on lui préfère celle des Ritmo et Ronda, même si à l'origine elle est basée sur celle de la Fiat 128, qui n'est plus de première jeunesse. Pour l'esthétique, Giugiaro est à la manœuvre, et on chuchote toujours qu'il aurait tout simplement repris le projet de Golf deuxième génération, rejeté par Volkswagen, le constructeur allemand ayant préféré le projet de son propre bureau de style. L'étude de l'habitacle de l'Ibiza sera confiée au carrossier Karmann. Pour la motorisation, la direction de Seat fera le choix audacieux de faire concevoir un moteur entièrement inédit, choix d'autant plus audacieux que l'étude en est confiée à Porsche. Bien sûr, il n'est pas question de turbo de 6 cylindres, il s'agit de motoriser une compacte populaire qui va affronter des Renault 11, Volkswagen Golf ou Alfa Romeo 33. Inutile donc de concevoir une mécanique très sophistiquée. Les ingénieurs allemands créent donc une mécanique simple et robuste, un 4 cylindres au code super carré, avec cependant un bloc en alliage léger, un arbre à cam en tête et des chambres de combustion aménagées dans les têtes de piston et non pas dans la culasse.
Ce nouveau moteur avait été conçu pour l'Ibiza, mais Seat le testera d'abord sur une version spéciale de la Honda, baptisée Honda P, la dernière lettre envoyant discrètement à Porsche. En dehors de l'Espagne, l'image de Seat est quasi inexistante et le nom de Porsche va aider à bâtir cette image. Les dirigeants de la firme barcelonaise négocient avec leurs partenaires allemands le droit de pouvoir apposer sur la culasse du moteur et en gros caractères l'inscription Système Porsche, moyennant le versement d'une royalty de 7 Deutschmark par voiture produite. La Seat Ibiza est dévoilée au public en avril 1984 et commercialisée en France en octobre, avec deux moteurs, un 1,2 litre de 63 chevaux et un 1,5 litre de 85 chevaux, en deux niveaux de finition, GL et GLX. Début 86, la gamme s'élargit avec une nouvelle version d'entrée de gamme dénommée 900J, motorisée par un 903 cm3 culbuté d'origine Fiat. Elle ne dispose donc pas du précieux logo Système Porsche. Les liens ne sont donc pas rompus avec le géant italien, et d'ailleurs les motorisations diesel des versions GLD et GLXD viennent elles aussi de Turin. À son lancement en 3 portes, l'Ibiza est très bien accueillie des deux côtés des Pyrénées, et sera épaulée d'une version 5 portes 3 ans plus tard, en 87. Pour dynamiser sa gamme, Seat présente également deux séries limitées, baptisées Star et Del Sol. Si la première fait référence au Star Challenge, une série de courses dans lesquelles des célébrités s'affrontent au volant de Seat Ibiza, la deuxième est juste un clin d'œil au soleil de l'Espagne, se contentant d'une peinture blanche intégrale, incluant les pare-chocs et un toit ouvrant. L'Ibiza permet à Seat d'endosser la stature d'un constructeur européen, mais la concurrence est rude, et l'auto n'est pas sans défaut. Elle a bien sûr des lignes modernes et agréables, un habitacle spacieux, mais elle est lourde, elle consomme, et sa direction n'est pas agréable en ville. En outre, en dehors du moteur, la fiabilité n'est pas irréprochable. Cela ne gêne guère ses chiffres de vente, même en dehors d'Espagne. C'est probablement dû à son image de nouveauté, et hormis les modèles japonais ou allemands, la plupart du marché ne fait pas mieux en termes de qualité de construction ou de fiabilité. C'est au printemps 88 que Seat propose une déclinaison sportive baptisée SXI. Il s'agit d'asseoir son image et de surfer sur la vague GTI qui est en plein déferlement à l'époque. Mais le ramage est bien discret, comme le plumage d'ailleurs, car le moteur 1500, Porsche System ou pas, n'affiche que 100 chevaux, quand la Fiat Ritmo 130 TC en propose 130. A l'opposé, la gamme s'enrichit d'une version utilitaire aux vitres arrière remplacée par de la tôle et stricte de place avec TVA récupérable. En 89, toutes les versions bénéficient de la calandre à 4 barrettes et des répétiteurs latéraux de la version SXI, et une version chrono reprendra même son double aileron de haillons et ses sièges baquets. En 90, l'influence de Volkswagen se fait sentir. L'Ibiza subit un lifting complet de son habitacle qui reprend les manettes et commodos de la Polo, qui est aussi construite sur les chaînes de Barcelone. La plupart des versions sont rebaptisées et malgré le poids des ans, l'auto se produit toujours en 200 000 exemplaires, culminant en France à 35 000 exemplaires vendus juste derrière la Fiat Uno, la Ford Fiesta, l'Opel Corsa et la Volkswagen Polo. Pour l'anecdote, on retiendra la finition Business Line, qui tente de jouer en face des Renault Super 5, Baccarat et autres Peugeot 205 Gentry, avec son toit ouvrant mais surtout son radio-téléphone, un équipement rarissime pour l'époque. En 91, un lifting vient tenter de remettre au goût du jour l'auto, sorti 7 ans auparavant, dans une époque précaire pour son constructeur et en recyclant un maximum de pièces déjà existantes. Bien sûr, la houlette de Volkswagen lui permet d'envisager l'avenir avec sérénité, mais cela ne peut pas se faire en un jour. Si on a bien lancé l'étude d'une nouvelle Ibiza sur la base de la Polo de 3e génération, il faut pour le moment jouer les prolongations. À l'occasion de son lifting, l'Ibiza reçoit l'appellation New Style. Le remodelage concerne les périphériques extérieurs comme les phares et les feux, la calandre, les pare-chocs, les rétroviseurs, le haillon et les roues. À l'exception de l'entrée de gamme, toutes les versions reçoivent des élargisseurs d'ailes et des bas de caisse peints couleur de la carrosserie, sauf sur la SXI où ils sont peints en noir pour apporter une touche plus sportive. L'évolution la plus significative sur l'Ibiza concerne toutefois la fiabilité et la qualité de fabrication, Volkswagen ayant mis en place son contrôle de qualité, au même niveau que celui des usines allemandes du groupe. Au total, ce sont plus de 4000 pièces, soit la moitié des éléments de la voiture, qui ont ainsi été revus et modifiés. Il y a donc un pas entre les premiers exemplaires de 1984 et les derniers, sortis au début des années 90, mais pour autant, l'Ibiza fait désormais de la figuration, en face d'une concurrence qui s'est renouvelée. Les derniers exemplaires sont écoulés sous forme de séries limitées, comme la Friend en entrée de gamme, ou bien la Plein Sud et la Sport, qui disposent tout de même d'un 1600 de 98 chevaux. L'arrivée de l'Ibiza seconde génération signe le départ de la première, et les versions 1,2 litre de base encore survivantes disparaissent en mai 93. Cette disparition met fin au moteur Système Porsche. Désormais, toutes les motorisations proviennent du groupe Volkswagen. Au total, près de 1,2 million d'exemplaires de la première Ibiza seront sortis des chaînes en 9 ans de carrière.
Considérée comme le premier modèle Seat à part entière, elle a permis à son constructeur d'affirmer son statut au-delà des frontières espagnoles. Voilà, cette historique de la Seat Ibiza est terminée. N'oubliez pas de consulter régulièrement Rétropassion pour de nouvelles histoires. À bientôt!